Parmi les jumeaux célèbres, il y a les mythologiques, Romulus et Rémus, qui fondèrent Rome, les historiques, Saint Benoît et Sainte Scolastique, fondateurs des ordres bénédictins pour les frères et pour les sœurs, les artistiques, Nicolas et Stéphane Sirkis du groupe Indochine, les impayables, Dupont et Dupont chez Hergé, et puis les scientifiques, Igor et Grishka Bogdanov, scientifiques et médiatiques. Ils sont apparus sur nos écrans en 1979 avec une émission de vulgarisation scientifique baptisée Temps X, émission culte pour les trentenaires. Personne n'aura oublié leur vaisseau à la Star Trek, leur tenue de cosmonaute argentée et leurs boots bleus électriques. En 1991, il co-signe Dieu et la science avec Jean Guiton, paru chez Grasset, puis abandonne quelques années les plateaux de télévision pour se consacrer aux sciences, justement, direction l'Université de Bourgogne, où Grishka passe son doctorat de mathématiques et Igor celui de physique. Il publie encore moult ouvrages scientifiques et reviennent sur l'antenne hertzienne en 2002 avec Rayon X. Les jumeaux les plus célèbres du PAF sont dans VIP. Bonjour à vous deux, Igor et Grishka. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là sur KTO, c'est une première. Mais merci de nous y recevoir parce qu'effectivement, on aime beaucoup Gâteau. C'est au fond, pour nous, la référence de la chaîne. Ah bah très bien, formidable. Alors, vous ne parlez pas beaucoup, on s'intéresse beaucoup à ce que vous faites sur le plan scientifique, à ce que vous faites sur le plan médiatique. On ne sait pas grand-chose de votre vie à côté. J'espère que vous accepterez pour nous de lever un petit coin du voile, mais pour l'instant, on va parler de ce qu'on connaît de vous. On a l'impression que vous ne vous arrêtez jamais. Entre la télé, entre les diplômes de sciences, le travail, les livres, vous menez finalement 3 carrières de front, médiatique, littéraire et scientifique, avec une prédominance quand même pour les scientifiques, j'imagine ? Oui, c'est vrai, mais au fond, nous sommes depuis toujours persuadés que le faire savoir et le savoir-faire doivent se mélanger pour, en quelque sorte, être une immense fête de la connaissance, une immense fête qui doit unir les gens face aux grands mystères qui les environnent. C'est vrai que la vie en soi est un émerveillement constant, mais cet émerveillement, il faut aussi aller un petit peu plus loin. Pas simplement le subir comme ça au premier degré et puis être soumis à la dictature de quelque chose qui sont effectivement des émotions, des sensations qui ne sont pas toujours poussées à leur extrême du point de vue de la compréhension. Il faut aussi donc comprendre son univers. Et c'est ce que nous nous sommes efforcés de faire depuis toujours, à travers la science, à travers la merveille qu'elle véhicule. Le grand Jules Verne avait créé ce mot, le merveilleux scientifique, et nous nous sommes effectivement installés très tôt dans le merveilleux scientifique, et nous tentons, autant de fois que nous le pouvons, de le partager, ce merveilleux, ce sens du merveilleux. Est-ce qu'il y en a un qui a entraîné l'autre par rapport à ça ? Non, je crois pas, parce qu'en fait... c'est une découverte commune, vraiment, en même temps. Absolument, et puis dès vraiment la haute enfance, notre passion pour la science, elle remonte à une promenade que nous avons faite vers entre 3h et 4h du matin avec notre grand-mère, qui au mois de juin, on avait moins de 4 ans, donc nous a réveillés tous les deux, nous a dit voilà, vous allez assister à un lever de soleil pour la première fois. Nous avons marché pendant à peu près 3 km pour aller sur le plateau qui dominait le village. On est dans le Gers, là. Alors. Dans le Gers, ouais, exactement, et là nous avons assisté à un lever de soleil. Et notre grand-mère nous a raconter, disons, la merveille que représente cet événement. Tout ça a été précédé pendant toute la marche d'approche d'étoiles, puisqu'il ne faisait pas encore jour. Elle nous a raconté l'histoire des étoiles, elle nous a donné leur nom. Tout ça nous a fait rêver, et c'est de ce rêve-là, je crois, qui est un rêve fondateur, que vient toute notre passion pour la science. Au-delà des explications qu'a pu donner votre grand-mère, je crois que quand on a 4 ans ou moins de 4 ans, on est capable de ressentir énormément de choses. Même tout petit, déjà, les enfants sont ouverts à ces dimensions-là. Tout à fait, bien sûr. Tout à fait. Vous êtes toujours titulaire à Belgrade d'une chaire de cosmologie générale à l'Université des sciences appliquées. Effectivement. Oui. C'est le côté russe. C'est le côté russe, c'est le côté russe. C'est vrai qu'il y a une communauté par là de l'Europe de l'Est à laquelle nous nous identifions beaucoup. Et nous avons découvert en Belgrade une cité qui est paradoxale, évidemment, qui a été traversée par des déchirements que tout le monde connaît, mais qui est ouverte aujourd'hui sur un avenir sans pour autant renier son passé, et qui mélange, en fait, dans ces courants paradoxaux, ces courants ethniques, etc., qui mélange dans une sorte de mixte unique, et unique en son genre en Europe, je crois,
ce goût de la connaissance et cette volonté de découvrir et de participer aussi. Vous savez que Tesla, le grand Tesla, le physicien théoricien célèbre de la fin du 19e et début du 20e siècle, était quelqu'un qui était donc un Serbe pur et qui vivait donc dans ce grand élan de la connaissance partagée, puis aussi de la conquête des nouvelles technologies. Et nous sommes effectivement aujourd'hui contemporains de ce type je dirais, d'attitude de conquête face aux grands défis de la science tous les 2 d'aujourd'hui. mois, quand on arrive à Belgrade, on dit «Здравствуйте, друг мой, как ты поживаете?» Я Игорь, Angrish. Voilà. Et voilà, et on fait notre cours. Voilà. Et en fait, nous avons effectivement... Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Vous qui êtes dans la salle, moi je suis Igor, et voilà Grishka, et on va travailler ensemble. Et vous donnez, c'est tous les 2 mois, vous êtes tous les 2 mois à Belgrade, et vous donnez quoi, un cours magistral, En fait, une conférence? ce qui se passe, c'est que nous sommes à l'université Megatrend des sciences appliquées de Belgrade, qui est aujourd'hui la première université privée des Balkans, donc qui est très importante, qui a plus de 30 000 étudiants, et qui regroupe 19 facultés, qui est relié effectivement avec d'autres universités dans le monde, comme Berlin. C'est pas le petit campus. Non, c'est une grosse université. Là, on donne des cours régulièrement. On a nos élèves qui nous connaissent. Ça arrive souvent que des jumeaux soient titulaires d'une chaire? Absolument, parce qu'en fait, les jumeaux, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, effectivement. Alors, il faut quand même qu'on vous distingue tous les deux, notamment par vos études. Grishka, vous avez passé un doctorat en mathématiques. Oui. Alors, ça me fait rire, donc je vais le faire. Puis je sais que vous aimez bien noyer un peu vos interlocuteurs sur des termes un petit peu techniques. Vous avez travaillé sur les fluctuations quantiques de la signature de la métrique à l'échelle de Planck. Oui. Je fais celle qui comprend parfaitement ce qu'elle dit. Hein. Oui. Et vous, Igor, vous êtes docteur en physique théorique et vous avez travaillé sur, évidemment, l'état topologique de l'espace-temps à l'échelle 0. Évidemment. Voilà. Mais parlons quand même du fond de ces travaux. Parce que moi, je me suis... Voilà, vous présentez une émission absolument passionnante le samedi sur France 2, qui s'appelle Rayon X. Il y a des DVD qui sont sortis de cette émission. Là, c'était une émission spéciale qui parlait du Big Bang. C'est absolument passionnant. Et Dieu sait si j'étais une néophyte, mais j'ai l'impression d'être sortie beaucoup plus intelligente de ces 90 minutes de visionnage. Donc, je vous en remercie. Et en fait, vous exposez, notamment dans l'émission que moi j'ai pu voir, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, votre théorie. Vous expliquez d'abord ce que c'est que le monde, l'univers, ce que c'est que le mur de Planck. Je vous laisserai le réexpliquer vous. Et le but de votre recherche. Allez, comment vous partagez la parole d'ailleurs? Comment est-ce qu'on se partage sur un sujet comme ça c'est vraiment... Voilà, qui attaque là, pour expliquer rapidement le but de vos recherches? On va le faire à deux en fait. Ouais, on peut le faire à deux, on peut le faire ensemble. Voilà, exactement. Vous vous débrouillez. Voilà, on va se débrouiller. L'objectif de notre recherche, c'est d'abord de répondre à une question qu'on s'est posée au moment où on a écrit Dieu et la science avec Jean Guiton. On va revenir sur ce livre. Voilà, on reviendra là-dessus, mais il a été pour nous très important parce que pour la première fois, nous avons ouvert une porte derrière laquelle il n'y avait que du vide. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de réponse en 1991 à la question posée par Jean Guiton lui-même, qui était en face de nous et qui nous dit mais on parle de Big Bang, mais qu'est-ce qu'il y avait avant? Ça, c'est la question qu'il nous pose. Et nous avons été incapables de répondre. Nous étions les scientifiques à ce moment-là en dialogue avec lui. Nous étions supposés lui donner un certain nombre de réponses scientifiques. Nous ne l'avons pas fait. Nous avons été les chercher autour de nous. Nous nous sommes tournés vers les plus grands scientifiques de l'époque, et en particulier le plus grand d'entre eux, Stephen Hawking. Et nous avons pris contact avec lui, nous avons dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Et il nous a répondu qu'il était impossible de répondre à cette question, et que même cette question n'avait pas encore véritablement de sens scientifique. Et c'est pour répondre à cela qu'en 1991, nous nous sommes donc décidés de nous rapprocher de l'université. Nous avons choisi, et ça a été... C'est vrai, un choix important pour nous, parce que sans cela, je crois que nous n'y serons pas parvenus. Nous avons choisi un directeur de thèse, un patron, comme on dit, qui était spécialisé dans un outil mathématique dont nous avions absolument besoin pour aller au fond de cette question-là. Cet outil mathématique, ce sont les groupes quantiques. Il y a les groupes classiques. Les groupes classiques, tout le monde les connaît. Emmanuel connaît bien. Même ça, moi qui étais une nullité à l'école dans ces questions-là, je vois. Une sommité, c'est ce que j'ai entendu. Oui, absolument. Donc il y a les groupes classiques, et à côté des groupes classiques, il y a les groupes quantiques. Et comme... il y a deux physiques, il y a la physique classique, celle par exemple qui est à notre échelle, qui est ici à notre échelle dans ce studio, et sur KTO, on est effectivement gouverné par les lois
de la physique Celle classique. qui est expérimentable. Voilà, expérimentable. Et puis, Oui, puis surtout, c'est surtout l'espace-temps elle est à notre échelle. classique. D'accord. C'est l'espace-temps à notre échelle. L'espace-temps, vous le savez, c'est 3 dimensions d'espace, une dimension de temps. Et puis, ce sont des rendez-vous. C'est par exemple un rendez-vous ici. On est ravis d'être là. Hier, on était ailleurs. Il y a une distance d'univers entre ces deux événements. Et effectivement, c'est mesurable. C'est mesurable parce qu'on appelle une métrique. Hein, ça, c'est la relativité qui nous le dit. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le monde classique. Et quand on descend, regardez, vous avez une feuille de papier entre les mains. Cette feuille de papier, maintenant, si vous imaginez que vous la déchirez, vous n'allez pas faire ça quand même, Emmanuel. Non. Mais imaginons, allez, faisons une expérience. Et allez-y, soyez audacieux et déchirez la feuille. Allez. Voilà, bravo. Et puis on recommence avec le plus petit fragment, une autre fois, et encore une autre fois. Et ben, vous allez, dans une minute d'ici à peu près, vous allez avoir une limite. Vous n'allez plus pouvoir diviser. D'ailleurs, je crois que même maintenant, là, ça commence à devenir difficile. Ben, le dernier fragment de papier, Ah, mince, fallait que je garde Ah le bah fragment. oui, non, gardez un petit fragment entre les mains. Mais on va pas le voir, Le dernier fragment de papier que vous n'allez pas pouvoir diviser, vous allez mais atteindre la il est minuscule. dernière limite de divisibilité. Il est minuscule, Il est minuscule, là. Montrez-le à la caméra quand même, qu'on le voit. La caméra le voit pas, Il mais faut je qu'on le le vois. voit. Ce dernier fragment de papier, il représente ce qu'on appelle la longueur de Planck. Et il est dans ce qu'on appelle le domaine quantique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un quanta. C'est une petite quantité. C'est un quanta de papier. Et c'est ce qu'on appelle là le règne de la physique quantique. Voilà, soufflez-le. Voilà, un souffle et un petit souffle et il s'en va. C'est le monde quantique. Eh bien, effectivement, le monde quantique, c'est-à-dire l'infiniment petit. Il est si petit qu'il ne peut pas être décrit par les mêmes lois Voilà. que celles qui décrivent l'univers à notre échelle. Avec le monde quantique, on formule plutôt des probabilités, alors. Oui, c'est oui, c'est ça. Mais quand on disait que Emmanuel n'était pas bon en mathématiques, ça c'est la preuve est faite que c'est pas vrai. Hein. Elle a lu votre livre, Emmanuel. Ah, bravo. Non, mais c'est vrai, c'est plutôt les amplitudes de probabilité et c'est des phénomènes que l'on dit gouvernés par des principes d'incertitude. Le grand Heisenberg a découvert effectivement le principe d'incertitude, a eu d'ailleurs le prix Nobel pour ça. Et effectivement, dans les années 20, au moment où on a fondé la mécanique quantique, mécanique de l'infiniment petit. Et comme le disait Igor, la mécanique de l'infiniment grand, qu'on appelle la relativité générale, qui est la mécanique qui gouverne donc la physique ici et puis à l'échelle des étoiles, eh bien, cette mécanique et des galaxies, cette mécanique-là ne marche plus quand on est dans l'infiniment petit. Et il se passe quand même un phénomène étonnant qui, effectivement, avait été noté par Jean Guitton en 1991. C'est que quand on revient en arrière dans l'histoire de notre univers, eh bien, il est naturel, puisque nous sommes en expansion, que cet univers soit beaucoup plus petit. Vous êtes d'accord, Emmanuel? Tout à fait d'accord là-dessus. On est il y a 14 milliards d'années, alors. Alors, quand on revient 14 milliards d'années en arrière, l'univers, à un moment, il a été grand comme ce studio. Et c'est vrai qu'il n'était pas plus grand que ça. Ce qu'on appelle l'horizon de cet univers, ce qu'on appelle l'horizon visible de l'univers, il n'était pas plus gros que ça. Et puis, quand on descend encore, on va le trouver grand comme un ballon de foot. Et c'est vrai que l'univers, à un moment, ça paraît étonnant, mais il était grand comme ça. Et puis, quand on redescend encore un tout petit peu, quelques fractions de secondes en arrière, quelques instants plus tôt, il va être grand comme une pomme, puis comme une cerise, puis comme un petit pois, puis comme un grain de sable, et puis, il va atteindre cette fameuse longueur que vous avez atteint, vous, là, il y a quelques instants, quand vous avez coupé la feuille de papier, la longueur de Planck. Il est vraiment petit à ce moment-là. Ah, il est vraiment petit. Il mesure 10 puissance moins 33 cm. C'est rien. Ça veut dire 0, virgule, et puis 32 zéros, et puis un 1 qui est tout à fait au bout, comme ça. Donc c'est vraiment tout petit. Et vous vous intéressez donc à cet instant-là, oui, cet instant initial. Parce qu'il y a un mur de Planck. Planck, c'est lui qui a trouvé, il a des prix Nobel, Planck. Ah, oui, bien sûr. C'est lui qui a trouvé, on a appelé le mur de cette... La mécanique de l'infiniment petit. Voilà, et vous voudriez savoir, il y a quoi derrière ce mur? Voilà. Vous êtes en train de sauter pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais vous êtes une grande physicienne. N'est-ce pas? Vous avez remarqué? Je crois que moi aussi, je vais arrêter la télé, aller à l'université de Bourgogne. Il faut revenir à l'université de Bourgogne. Passer une thèse. D'ailleurs, vous êtes de Bourgogne, donc c'est normal. C'est pour ça. C'est normal. Gaston Bachelard disait, imaginer, c'est hausser le réel d'un ton. Et j'ai l'impression que c'est un peu tout ça, finalement, votre métier de scientifique, c'est d'imaginer. Il faut beaucoup d'imagination et d'audace. On parlera aussi de ce qu'on vous reproche aussi, puisqu'il y a toute une polémique concernant votre travail. Mais vous avez beaucoup d'imagination et d'audace pour essayer d'imaginer ce qu'il y a pu avoir avant, et ça perturbe beaucoup vos collègues. Vous avez cité Bachelard, qui est un grand, effectivement, de l'épistémologie, comme on dit en sciences. Mais on pourrait citer aussi quelqu'un qui est très important dans l'ordre des sciences d'aujourd'hui, et qui est même le symbole le plus évident dans le domaine des sciences et des scientifiques, c'est Albert Einstein, qui disait, en science, il est plus important de se référer aux connaissances, donc effectivement aux connaissances fondées sur l'imagination, qu'aux connaissances tout court. C'est quand pour lui, l'imagination
est plus importante que la connaissance. C'est vrai. Donc l'imagination, l'imaginaire, au sens de Bachelard, guide l'évolution des idées en sciences. Il a même écrit d'ailleurs un livre, puisque vous citez Bachelard, moi c'est un de mes auteurs préférés. Et il a écrit un livre qui s'appelle Le droit de rêver. Et dans ce livre-là, il va très très loin justement dans l'idée que le réel se construit surtout et avant tout à partir du rêve. Et qu'il faudrait que chacun d'entre nous, adultes, nous conservions cette part du rêveur qui était dominante quand nous étions encore dans l'enfance. C'est-à-dire, en fait, il faut que nous soyons des rêveurs éveillés. Il faut que nous soyons des espèces de sur-enfants, finalement, et que nous gardions intacte cette part-là de l'imaginaire qui nous permet d'entrouvrir des portes qu'on ne verrait pas, ou qu'on ne voit pas, ou qu'on ne voit plus lorsqu'on ne rêve pas. Alors, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle L'équation Bogdanov, le secret de l'origine de l'univers, par le professeur, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, Lubos Mottl. Si vous avez eu des détracteurs, Dieu sait que celui-là, il n'en fait pas partie. C'est quelqu'un qui soutient ce que vous avez, enfin vos thèses. Oui. Il appelle ça donc l'équation Bogdanov. Il explique pendant tout le livre pourquoi il vous soutient. Grosso modo, il explique aussi que si vous n'avez eu, entre guillemets, que la mention honorable à vos doctorats comme Einstein, soit dit en passant, honorable, ça veut dire passable, grosso modo, voilà. C'est que les gens, ils n'ont tout simplement pas compris ce que vous leur racontiez. Je fais court, hein, mais que ça les dépassait un petit peu, vos examinateurs. Donc c'est très bien expliqué tout ça, et on apprend tout un tas de choses intéressantes, et normalement, enfin, notamment, et vous comprendrez que sur KTO, ça nous intéresse, je lis que Georges Gamow, l'un des fondateurs de la théorie du Big Bang, a suggéré que l'ère située avant le Big Bang soit appelée ère augustinienne en référence à Saint-Augustin, pour qui le commencement du temps était lié à celui de la matière. Finalement, on va en venir aussi à Jean Guiton, mais vous êtes toujours ramené, il y a aussi saint Thomas d'Aquin qui s'est beaucoup intéressé à ces questions-là, vous êtes toujours ramené d'une manière ou d'une autre à la religion avec vos recherches en mathématiques et en physique. Oui, toujours. Oui, toujours. C'est vrai, comme dit le grand pasteur, c'est une phrase qui est connue, mais un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science en rapproche. Il n'y a absolument aucun doute. Il y a trois faces à votre questionnement à propos effectivement de notre rapport à la fois aux sciences exactes et en même temps à leur déboucher sur un monde qui est interrogé essentiellement par la métaphysique et aussi par les religions. D'abord, pour ce qui concerne, c'est vrai, le fond de nos recherches, nous nous sommes trouvés confrontés, avec ce fameux mur que vous avez atteint tout à l'heure, en divisant votre fait, nous nous sommes trouvés confrontés au plus grand des mystères. Le plus grand des mystères, c'est, puisque le Big Bang commence à l'échelle de Planck, et donc le Big Bang, c'est le début de l'univers physique, mais d'où vient cet univers physique et qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang et donc avant ou derrière ce fameux mur de Planck? Jusqu'à présent, comme le disait Igor tout à l'heure à propos de ce que la communauté scientifique véhicule comme, disons, pensée dominante à ce propos, jusqu'à présent, eh bien, la science n'a pas apporté de réponse. Et elle se refuse même à poser la question. C'est là d'ailleurs un paradoxe, parce qu'on se dit, mais la science devrait s'interroger sur tout. Eh bien, effectivement, la majorité des scientifiques refusent de poser cette question-là. Et vous arrivez, outsider, et là, parce que vous ne faites pas partie exactement de la communauté scientifique, vous n'avez pas les financements, etc. Vraiment des outsiders, et ça ne plaît pas beaucoup. Oui, et d'ailleurs, je pense que c'est même, et le professeur Mottl l'observe dans son livre, c'est même en raison du fait que nous sommes des outsiders qu'on a réussi à voir des choses que, lorsqu'on est trop près, on ne peut pas être dans la montagne et voir la montagne, hein, comme dit le proverbe chinois. Mais finalement, le lieu le plus obscur étant toujours sous la lampe, on était hors de la lampe, et on a réussi à voir des choses que les autres ne voyaient pas. Et je crois que notre chance, en effet, c'est d'être... Grishka est un mathématicien au départ, et donc de disposer d'un outil mathématique qui nous a permis justement d'aller au fond, de mélanger vos deux approches. Voilà, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, enfin, les Bogdanov. Et c'est ça qu'on vous reproche, à vedette de la télévision, et en plus vous mélangez deux... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est vrai aussi que Igor faisait référence à ces instruments nouveaux. Il parlait de ce qu'on appelle les groupes quantiques, que vous connaissez très bien, Emmanuel. Vous utilisez tous les jours, il n'y a aucun doute. et en fait, ces groupes quantiques, ils ont été utilisés depuis peu de temps par des physiciens et inventés depuis une période de temps qui est extrêmement brève dans l'histoire des sciences, puisque c'est 1985-86. Donc c'est vraiment très très récent. Quand on a commencé nos thèses donc en 91, on s'est trouvé effectivement à quelques années à peine de l'émergence de ces fameux groupes quantiques, pour lesquels d'ailleurs le grand mathématicien qui est un compatriote à nous qui s'appelle Drinfeld a eu la médaille Fields, comme on dit, donc l'équivalent de prix Nobel en mathématiques. Donc c'est important, c'est un nouveau
totalement nouveau type de calcul, mais beaucoup plus puissant que les calculs traditionnels que l'on peut utiliser quand on fait de la physique. Je vais vous donner un exemple qui permettra à tous ceux qui nous écoutent de comprendre ce que c'est que ces fameux groupes quantiques. Lorsque on regarde cette feuille de papier, là, on va la regarder avec les yeux. Elle nous apparaît telle qu'elle est. En revanche, quand on va la regarder, regardez-la avec une loupe. Eh bien, si vous la voyez avec une loupe, elle est déformée. Elle vous apparaîtra d'une certaine manière. Mais vous allez la voir. Mais vous allez la voir, mais vous allez la voir mieux. Vous allez voir des détails, elle sera déformée, mais vous la verrez mieux. Les groupes quantiques, c'est exactement ça. C'est un peu comme une loupe. Voilà. L'un des pères des groupes quantiques, qui s'appelait donc Flatto, Moshe Flatto, c'était notre directeur de thèse. À l'université de Bourgogne. Voilà, à l'université de Bourgogne. C'est pour ça que nous avons été à Bourgogne. En fait, Flatto était l'initiateur, le fondateur de ce qu'on appelle la théorie des déformations d'algèbre. Oui, élève de Lichnerowitz, qui avait été lui-même donc professeur au Collège de France, membre d'Académie pontificale, d'ailleurs, entre autres, et puis d'innombrables universités dans le monde, et élève du grand Cartan. Voilà. Cartan, qui est un des pères de la pensée mathématique moderne. Donc vous vous inscrivez dans cette généalogie-là. Dans cet arbre généalogique-là. Et en fait, les déformations d'algèbre ont donné naissance au groupe quantique. En fait, les groupes quantiques sont nés directement de la tentative de Flatto, de Lichnerowitz et d'autres grands mathématiciens de déformer des algèbres. Mais pourquoi déformer ? Pourquoi les déformer ? Pourquoi la déformation ? Parce qu'effectivement, à l'échelle quantique, tout est déformé. Tout est déformé. C'est-à-dire qu'effectivement, si on regarde l'univers tout entier à l'échelle classique, il n'est pas déformé, il est, disons, classique, il est plat. Maintenant, si on le regarde effectivement très tôt dans son histoire, c'est-à-dire il y a presque 14 milliards d'années, 13 milliards, courbé. 700 millions d'années, la courbure est immense, qu'il est tout petit, donc il est recourbé sur lui-même. Il est très dense, il est très chaud, très énergétique, mais aussi très courbé. Et cette courbure, ça déforme effectivement les structures mêmes de l'espace-temps. Et pour décrire ces structures mêmes déformées, il faut une algèbre qui soit elle-même déformée. Donc c'est la raison pour laquelle on a utilisé les groupes quantiques qui sont déformés, qui épousent la structure profonde et la courbure et la de cette situation-là. De l'espace-temps à l'échelle. Emmanuel, c'est marrant de vous écouter parler tous les... Mais le problème, c'est qu'il y a une limite à tout ça, c'est que pour imaginer ce qu'il y a eu avant le mur de Planck, on est dans les probabilités dans le quantique et on peut plus, on peut plus expérimenter. Non. Donc il y a une limite, quoi. Pour l'instant, on est quoi ? On est au pied du mur. On est au pied du mur. On est au pied du mur, mais attention, hein, il y a des indices expérimentaux indirects qui permettent de rendre compte effectivement de phénomènes qui se situent très tôt dans l'histoire de l'univers et pourquoi pas au voisinage justement de ce mur quantique, de ce mur effectivement de Planck. Et en particulier des prédictions qu'on peut faire. Il se trouve en fait que quand j'ai soutenu ma thèse donc en 1999 dans le cadre de l'école polytechnique pour l'université de Bourgogne, mais à l'X, eh bien effectivement j'avais en face de moi un jury qui était assez hostile à un certain nombre de, d'ailleurs on le sait parce qu'on en a parlé un petit peu partout, donc de propositions et en particulier une prédiction que j'ai faite. J'ai dit donc, c'était en juin 1999, le 26 juin, j'ai dit face à ce jury réticent, pour le moins réticent, qu'il allait effectivement apparaître en science, tôt ou tard, une observation selon laquelle l'expansion de l'espace-temps, donc de l'univers, était en accélération. Ça, c'est une des conséquences directes de la théorie que vous avez décrite tout à l'heure sous ce titre « Fluctuation quantique de la signature de la métrique à l'échelle de Planck ». Car, effectivement, si on considère que la signature de la métrique, c'est-à-dire au fond la distance d'événement, comme on dit, dans l'espace-temps n'est plus stable à l'échelle de Planck, ça signifie qu'il y a un champ qui va se détacher après le Big Bang de la métrique et qui va agir effectivement sur l'expansion de l'espace-temps et qui va peut-être l'accélérer. C'était effectivement ce que je disais. Je disais donc, si la signature fluctue, il y a donc un champ qui provoque cette fluctuation. C'est un champ scalaire. Et ce champ scalaire, à partir de l'instant où effectivement le Big Bang a eu lieu, eh bien, il va accélérer, nécessairement, puisqu'il est là, il va accélérer l'expansion. Un champ scalaire, dans scalaire, ça veut dire échelle. Donc c'est un champ d'échelle qui va accélérer l'échelle. Alors à cette époque-là, évidemment, j'ai été complètement pris de court par, ou plutôt c'est le jury qui était pris de court, mais moi aussi d'ailleurs, parce que les réactions du jury étaient très hostiles à cette idée, et on dit mais c'est absurde, on n'a jamais observé évidemment une accélération de l'espace-temps aujourd'hui de manière claire, etc. Donc non, ce que vous dites n'est pas recevable. Donc là, du coup, j'ai été assez censuré ou bloqué sur cette prédiction-là. Et pourtant, très peu de temps après, en fait, donc disons 2 ans plus tard. c'est moins de 2 ans, en fait, à peu près 1 an plus tard,
la communauté scientifique a décrété que toutes les observations qui étaient faites sur ce qu'on appelle le spectre lointain, enfin le spectre des supernovas lointaines, les supernovas ce sont des étoiles donc, qui explosent et qui sont un petit peu comme des phares qu'on allume très très loin dans l'infini et qui permettent donc de rendre compte des distances et aussi des vitesses d'expansion. Eh bien, on s'est rendu compte en observant effectivement ces supernovas qu'elles étaient beaucoup plus loin qu'on ne l'aurait cru, et que surtout le calcul de l'expansion ne permettait de le concevoir. Ce qui voulait dire tout simplement que l'espace-temps était en accélération. Et à partir de là, pour moi, je l'ai pris comme une validation mais immédiate et évidente de ce que effectivement je pouvais dire dans le modèle de l'espace-temps à l'échelle de Planck. Car ça voulait dire, s'il était en expansion accélérée, ça voulait dire qu'il existait un champ, et si ce champ existe, alors ça veut dire que la métrique fluctue. On va en venir à ce fameux livre avec Jean Guiton, on est donc en 1991. Vous allez discuter avec lui de Dieu et la science, hein, comme le dit le titre. Le tout était, alors attendez, il le dit beaucoup mieux que moi, Jean Guiton, donc Igor et Grishka Bogdanov ont choisi cette voie à leur tour. Ils m'ont demandé de dialoguer avec eux sur le rapport nouveau de l'esprit avec la matière, sur la présence de l'esprit au sein de la matière. Ça donne tout un livre où vous expliquez, entre autres, ce que vous venez de nous dire là. Bon, j'imagine que 2-3 choses ont évolué depuis 1991. Est-ce que vous avez pu, au final, apporter une réponse à ce vieil antagonisme entre Dieu et la science, qui est d'ailleurs, comme il le dit Guiton dès le départ, ça n'a plus lieu d'être. Mais est-ce que vous avez l'impression, est-ce que ça vous a fait progresser, vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a une cause première, ça y est, le gros mot est lâché, à l'origine de l'univers? Vous en êtes où, vous, par rapport à ça, vous, les frères Bogdanov? Il faut être effectivement très, comment dire, très humble hein, par rapport au grand mystère qui nous environne et par rapport au mystère de l'origine. Il vaut mieux être humble et puis ne pas dire ou croire qu'on a vraiment fait la découverte. On doit être d'ailleurs aussi humble dans le cadre de la recherche ou de l'effort scientifique qu'on l'est dans le cadre de la révélation religieuse. Hein. Ce sont deux choses qui vous rendent nécessairement modeste pour effectivement décrire l'attitude de l'esprit qui s'interroge face à l'immensité du mystère. D'ailleurs, Guiton le disait très justement, il n'existe au fond que deux attitudes fondamentales en philosophie et en métaphysique. L'une vous entraîne vers l'absurde et l'autre vers le mystère. Et quand on a choisi effectivement de concevoir que l'univers n'est pas absurde, alors on se trouve effectivement dans le camp de ceux qui, comme saint Thomas d'Aquin nous l'a appris, s'interrogent rationnellement face à ce grand mystère et vont vers quoi? Eh bien, tout simplement vers la transcendance par les voies de la raison. Et on peut et on doit, comme le dit saint Thomas d'Aquin, aller vers la transcendance par les voies de la raison. Et ce que nous avons appris effectivement des mathématiques, c'est que c'est un formidable guide de la raison. Les mathématiques sont exactes, on les découvre et on ne les invente jamais. C'est leur caractéristique d'être des trésors que l'on va chercher et que l'on va découvrir. Et vous faites un lien entre les mathématiques, justement? Mais bien entendu, les mathématiques, effectivement, vous mènent au cœur de ce fameux mystère et sans en donner toutes les composantes, vous permettent quand même d'entrevoir des choses. Et ce que nous avons entrevu, finalement, c'est que l'univers, finalement, quand on le regarde à l'origine, en deçà de cette fameuse échelle de Planck, eh bien, il se dissout et sa partie matérielle, sa composante matière-énergie disparaît. Et elle est remplacée par autre chose. Cette autre chose, c'est quoi? Eh bien, il faut aller jusqu'à l'instant zéro pour trouver cette autre chose. Jusqu'à l'instant zéro. Car, je l'ai dit une fois de plus, hein, le Big Bang commence effectivement à une certaine époque, que la science d'aujourd'hui et tous les scientifiques du monde sont d'accord sur ce point. Elle commence à un certain instant, qu'on appelle l'instant de Planck. Mais, comme le disait Gamow, que vous citiez tout à l'heure, si on regarde l'univers avant ce fameux instant de Planck, c'est-à-dire avant le Big Bang, eh bien, il va falloir effectivement trouver autre chose pour le décrire, quelque chose qui est pré-augustinien, c'est-à-dire Saint-Augustin l'avait très bien dit. Ce qui est extraordinaire chez Saint-Augustin, c'est qu'il a eu cette fantastique, formidable intuition que finalement, l'espace et le temps commençaient là où la matière commence. C'est-à-dire que lorsqu'il y a matière et énergie, il y a espace et temps. C'est exactement ce que dit Einstein en 1915, quand il généralise la relativité. C'est exactement la même chose. Il dit, s'il n'y a pas de matière et s'il n'y a pas d'énergie, eh bien, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. Donc il y a autre chose. Il y a effectivement des propriétés de ce qu'on appellera le pré-espace-temps, mais qui ne sont plus l'espace-temps, qui ne sont plus effectivement ni la matière, ni l'énergie, ni l'espace, ni le temps. Donc c'est encore autre chose. Et c'est cette autre chose qui vous donne accès à quoi? À quelque chose d'infiniment mystérieux, mais d'infiniment fascinant. Ce qu'on a pu découvrir grâce aux mathématiques
en deçà de cette échelle de Planck, c'est que d'abord, il existe là-bas, c'est-à-dire donc avant le Big Bang, il existe, non pas des sonneries de TF1, mais il existe quelque chose d'infiniment ordonné, d'extraordinairement symétrique. C'est-à-dire que les symétries, c'est-à-dire l'harmonie, l'ordre qui pouvait régner avant cette échelle de Planck, avant le chaos du Big Bang, dans un certain sens, sont extrêmement élevés. Donc c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la matière a disparu. D'autre part, ce qui est en dessous de la matière, c'est-à-dire l'énergie, a également disparu. Vous savez qu'ici, nous sommes dans un monde de matière. Il n'y a plus rien de connu, finalement. Il n'y a plus rien, ni de Mais matière, ni d'énergie, rien de physique. Est-ce qu'on peut en... J'imagine que vous êtes d'accord, hein, puisque vous n'intervenez pas, vous êtes toujours d'accord. Est-ce que... il n'y a pas le choix, il est d'accord. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer, et pardon si c'est un peu naïf, mais que, puisqu'il n'y a rien de connu avant Planck, avant cet instant zéro, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une formidable puissance ou énergie, ou appelez-le comme vous voulez, d'amour, qui n'est pas vraiment un paramètre très mathématique, ni très physique, mais qui a pu naître. Évidemment, la réponse n'est pas dans le livre Dieu et la science, mais est-ce qu'on peut imaginer ça, quoi? Ah, quand même, quoique, parce que avec Jean Guiton, dans nos dialogues, nous avons tourné autour de ça, et d'ailleurs, dans l'épilogue, nous donnons effectivement, il y a quelque chose qui ressemble à ce formidable acte gratuit qu'est l'amour à l'origine. Est-ce que vous y croyez, vous, Grishka, vous, Igor? Ce qui est clair aujourd'hui... Ce que nous ressentons très profondément, et je pense que nous le ressentons d'autant plus fortement que nous avons été pendant très longtemps au contact de ces, entre guillemets, découvertes à travers les instruments que nous avons utilisés, au travers des mathématiques en particulier. Ce que nous ressentons, c'est que l'univers n'est pas simplement descriptible par ses aspects matériels, mais qu'en dessous de la matière, il y a autre chose que nous appelons en mathématiciens de l'information, et que d'autres, les religieux par exemple, pourraient appeler de l'esprit. Nous sentons que à l'origine de l'univers, il y a un formidable un ordre. L'image d'un ordre formidable. Que cet ordre-là n'est pas le fruit du hasard. Et que cet ordre-là est justement descriptible à travers sa face la plus essentielle, hein, son essence, elle est son essence qui est d'ordre mathématique. Si cet ordre, c'est-à-dire cet esprit, hein, appelons ça comme ça, dont nous voyons les empreintes aujourd'hui encore lorsqu'on observe l'univers, on voit qu'il est le produit de cet ordre-là. Si cet ordre a existé au départ, si à l'origine il y a une information, c'est-à-dire de l'esprit, la seule question qu'on peut se poser, c'est d'où vient cette information, quelle est son origine à elle. Alors ça, nous ne sommes pas capables de répondre. Mais ce que nous savons, et là, nous rejoindrons des scientifiques aussi, prestigieux qu'ont pu l'être et aussi avancés dans l'art de connaître, qu'ont pu l'être Einstein ou bien Dirac, à savoir que, selon eux, l'univers a été peut-être créé par un mathématicien extraordinairement intelligent. Il l'appelait, Einstein l'appelait l'ancien, en parlant donc de Dieu, hein, ou le vieux. Dirac, lui, était plus direct. Il disait, c'est un mathématicien de génie. Et nous pensons un petit peu la même chose, à savoir que il n'y a pas d'effet sans cause. Et que si cette information originelle qui fait que tout existe aujourd'hui sous cette forme-là et pas autrement, si cette information originelle existe bel et bien, et c'est le cas puisqu'on la voit, eh bien elle n'est pas, entre guillemets, née par hasard, et elle est le fruit d'un concepteur, de quelque chose qui a mis cette information en place. Oui, en somme, l'univers n'est pas une grande machine, comme le dit un physicien théoricien qui règne sur l'astrophysique d'aujourd'hui. Ce n'est pas une grande machine, mais c'est une vaste pensée. Et c'est tout de même comme ça qu'on doit le comprendre. Et ce que Igor, effectivement, vient de signaler, c'est que à l'origine, l'univers, effectivement, n'est ni matériel, ni énergétique. Il n'y a plus de matière et plus d'énergie. Et quand on remonte sur ce fameux point zéro dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on retrouve cette formidable densité d'informations pures qui fait penser à un peu, hein, c'est une comparaison qu'on a donnée comme ça au fil de nos écritures, pas dans les thèses, mais ensuite dans des ouvrages, et que d'ailleurs Lobos-Motel relève, puisqu'il parle de théorie de l'information, et il dit, cette théorie de l'information peut effectivement, comme le pense Igor et Grishka, s'appliquer à cette fameuse singularité initiale. La singularité initiale, c'est comme ça qu'en science on désigne ce fameux point zéro, et ce point zéro, effectivement, il fait un petit peu penser à
l'accumulation d'informations, en tout cas qu'il porte, fait penser à un code. Un code qu'on pourrait appeler le code cosmologique et qui serait un peu comparable au code qui nous précède, nous, être vivants, qui est le code génétique. Voilà. Une inscription primordiale, au fond. Dans quelle religion vous avez été élevé, vous? Parce que catholique, vous êtes... on est né catholique. Ouais. On est né catholique, on était sur cette chaîne. Non, mais papa est orthodoxe, c'est vrai, parce qu'il est russe. Il est russe. Et Autrichienne. Maman autrichienne, moitié autrichienne, moitié américaine. Ah oui, ça c'est vrai. C'est la part de. C'est pour nous notre part de conte de fées. Mais papa a été recueilli à l'âge de 11 ans dans un grand flux migratoire des ordres de la Seconde Guerre mondiale. Donc a été recueilli en Espagne par celui qui allait devenir le frère de la grande duchesse Léonida de Russie, donc qui a épousé le grand-duc Vladimir de Russie, donc qui était le petit-fils de Nicolas II. Et il existe une principauté en Russie qui porte notre nom, Bogdanova. Donc on vous invite, si vous voulez, quand vous voulez, on va faire une émission spéciale dans la principauté de Bogdanova. Ça a une signification particulière, Bogdanov, ou pas du tout? Ça veut dire donné par Dieu. Oui. Donné par Dieu? Ah, c'est joli. Donc, quand même. Alors, il fallait vraiment que vous veniez. Hein. Donc vous avez été élevé donc, en France, dans le Gers, par un papa russe, une maman autrichienne, donc dans un contexte assez aisé. Pas aisé, pas tout à fait, parce que en fait, dans cette région, c'est le Gers. Et le Gers, c'est pas vraiment un département riche, c'est un département agricole. Et en fait, voilà, on a été élevé vraiment en pleine campagne et surtout un petit peu décalé dans le passé, parce que lorsque notre grand-mère est arrivée de Vienne, donc elle est arrivée en 1927 d'Autriche, elle a acheté une forteresse qui était située donc dans un petit village castral. Et là, nous nous sommes nés, mais nous avons vraiment, pendant toute notre enfance, côtoyé des murs qui s'écroulent, pas de chauffage, enfin une vie très très rude, un peu médiévale, un peu à l'ancienne. Et donc c'est ça qui, je crois aussi, a beaucoup contribué à nous donner le goût du futur. Parce que le futur, qu'est-ce que c'est? C'est une image en symétrie miroir du passé. Et nous avons vu le passé, nous le côtoyons tous les jours, nous vivions à l'intérieur de ces pierres, et nous nous sommes demandé, dès l'âge de 2 ou 3 ans, à quoi ressemblait ce rempart, à quoi ressemblait cette tour 1000 ans avant. Et la question qui vient immédiatement après, c'est à quoi ressembleront ces vestiges dans 1000 ans. Donc on a appris très tôt à voyager dans le temps, comme ça, imaginairement. Et c'est de cela qu'est venu d'abord le goût de la science-fiction, puis ensuite le goût de l'avenir. Mais vous ressembliez à quoi, petit? Non pas physiquement, mais évidemment, mais en termes de caractère, quel était le plus turbulent, on était très turbulents tous les deux. Il n'y a aucun doute. Je pense qu'on avait probablement la même orientation profonde par rapport aux choses. On était très intenable. Très fusionnel ou pas? Très ensemble. Pas fusionnel, mais ensemble constamment. Et puis réactif, très réactif par rapport à tout. Il n'y avait pas d'autres frères et sœurs? Non, on était seuls. Ils sont venus, mais après. Ils sont venus après. Donc 10 ans plus tard, il y a eu effectivement 3 sœurs et un frère. Donc on était déjà grands. Mais on était déjà grands. Donc la première période de l'enfance a été vraiment solitaire. Mais une solitude, entre guillemets, binomiale à deux. Vous savez, le mystère des jumeaux. Oui, non, mais moi j'en ai des jumeaux. Mais oui, voilà, c'est ça, Emmanuel, des jumeaux, il faut qu'on les connaisse. Ça m'intéresse. Il y a un moment, vous avez dit, je crois que c'est vous, Igor, qui avez dit ça dans une interview, on n'a jamais vraiment quitté le monde de l'enfance. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, il faut savoir conserver, donc en hommage à Bachelard, la part d'enfance qui est en soi. Parce que c'est elle qui nous permet d'aller le plus loin possible, justement, dans ce qu'un autre surréaliste, qui s'appelle Georges Bataille, a appelé la région de l'imprudence intellectuelle. Il faut être un peu imprudent, il faut savoir s'avancer un peu au-delà des limites connues pour découvrir des choses. Il faut prendre des risques. Et ça, on le fait quand on est encore, entre guillemets, un peu un enfant. On ne le fera jamais si on obéit à tous les codes de la vie de l'adulte qui, elle, ne peut que préserver un certain capital, mais surtout, on va garder ce qu'on a, on ne change rien. Ce qui veut dire que les enfants que vous étiez, alors répondez chacun pour vous, évidemment, mais les enfants que vous étiez seraient fiers des adultes que vous êtes devenus, sachant que vous êtes un témoin l'un pour l'autre. Oui, très, très bonne question, ça. C'est vraiment une question forte. Et la réponse oui. C'est une question, mais elle est tellement étourdissante, cette question, qu'on ne peut pas répondre. On peut non, c'est facile, ça. Allez, qui répond? Alors, Igor. Moi, je pense qu'en effet, ces enfants-là seraient fiers
comment dire, de continuer à vivre et d'être les témoins, si on peut dire, aujourd'hui, bien longtemps après cette période que l'on circonscrit à une certaine date, on dit voilà, on sait être un enfant vers l'adolescence. Eh bien non, il faut justement ne pas dire comme André Gide, vivre c'est survivre un enfant mort. C'est horrible. Ça dure. Et c'est ce qu'il a dit. Faire le deuil de l'enfance, Il a etc., écrit, voilà, faire le deuil de l'enfance et tout ça. au contraire, Il ne faut pas. C'est vrai que c'est l'extension de cette grâce infantile doit effectivement nous habiter tous et faire en sorte de continuer cette prospérité de l'imaginaire qui est effectivement la prospérité de l'imaginaire enfantin. La richesse de l'imaginaire, la richesse de questionnement aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui ne nous a pas abandonnés. Donc c'est vrai que votre question, c'est pour ça qu'elle m'a frappé, la force de la question, c'est que finalement on est contemporain. Donc je me disais, mais est-ce que par exemple, en tant que... Oui, quelque part, il y avait une prévision de ce que nous allions devenir, et quelque part, il y a une rétrospective très forte, et donc nous sommes restés ce que nous sommes, en fait, c'est-à-dire des enfants. D'avoir un témoin qui est issu de votre enfance, l'un pour l'autre, forcément, vous force un peu à être vigilant par rapport à... Vigilant pour ne jamais devenir adulte. On ne jamais devenir adulte. C'est clair. Oui, mais c'est ce qui fait qu'on continue, c'est vrai, à s'amuser comme des enfants. Mais vous n'avez pas d'enfants, vous-même? Si, moi, non, lui, oui. Vous en avez? Moi, combien? 3. Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est absolument pas mal. C'est pas mal. 2 filles et un garçon, mais je m'entends super bien avec eux. Parce que, oui, mais justement, je pense que c'est essentiellement dû au partage, justement, de valeurs communes. Ils ont quel âge, vos enfants? Ils ont 17, 16 et 12. Oui, c'est plus des bébés. Non. Et vous essayez de leur transmettre quoi, vous en tant que père et vous en tant que tonton? Oui, exactement. Qu'est-ce que vous avez envie de leur faire passer à ces enfants-là? Mais le goût de s'émerveiller sur le spectacle du monde, sur ce qu'il y a au-delà de la scène, le goût de chercher, le goût de vivre et de rêver le grand mystère des choses. Parce que c'est vraiment ça. Rêver le mystère du monde, c'est véritablement entrer en communion avec l'essence même du réel et de notre vie dans ce réel-là. Et ceux qui ne savent pas s'émerveiller ni rêver sur le réel, je pense, sont privés probablement des valeurs les plus profondes. Oui, mais c'est avant tout la fameuse monade, enfin l'idéal platonicien, qui nous amène à comprendre que la quête de la vérité, c'est aussi la quête du bien. Le beau, le bien, le vrai vont ensemble. Et donc, chercher la vérité, comme le dit Igor, c'est donc élargir les connaissances jusqu'à l'au-delà du visible, eh bien, c'est aussi devenir meilleur, c'est devenir bon, au sens justement que les chrétiens donnent à ce mot. Toute croisade pour la connaissance est aussi une croisade et en vue de la construction du bien en soi et pour les autres, hors de soi. Vous les avez élevés dans quelle religion, vos enfants? Les catholiques. Catholiques, baptisés, communiés, oui, bien sûr. confirmés. Baptisés, communiés, etc. Parce que nous avons été élevés dans... pas seulement la religion catholique au sens abstrait du terme, mais nous avons fait des écoles religieuses. Nous avons été à Sorèze, par exemple, qui a été créée par le père Lacordaire, enfin, recréée par le père Lacordaire, parce que Sorèze était une école bien plus ancienne, elle remonte au Moyen-Âge. Mais c'est le père Lacordaire qui disait « Je ne cherche jamais à convaincre d'erreur mon adversaire, mais à me rapprocher de lui dans une vérité plus grande. » C'est lui qui a laissé... en latin, alors il y a une traduction en latin de cette langue, parce qu'effectivement, en latin, ça donne « Je ne cherche pas à convaincre d'erreur mon adversaire, mais à m'unir à lui dans une vérité plus haute. » Oui, c'est très beau. C'est très beau. beau. Ça reste très beau, quel que soit la D'ailleurs, ça nous a marqué, c'est une sorte de devise. Oui, c'est une devise. Et donc Sorèze, pour nous, ça a été un moment important. Nous étions, comment dire, placés dans une école qui, d'abord, sur le plan architectural, elle était en pleine campagne, c'était dans un petit village à Sorèze, dans le Tarn, en pleine montagne noire. La montagne aussi, c'est la montagne noire. Sorèze était dirigée par 2 ordres. Il y avait un ordre militaire, qui était donc le souvenir de son statut d'académie royale, qui devait former des officiers. Et puis, elle était donc sous la direction effective pédagogique des dominicains. Les dominicains, donc nous avons entendu les dominicains, nous avons évidemment été en dialogue avec eux, nous avons été enseignés par eux, nous avons surtout le souvenir du froissement des soutanes blanches qui frôlaient les dalles comme ça. Ça, c'est très, très, très intéressant. Ça laisse des souvenirs absolument impérissables. Ouais. Et donc, nous avons été élevés dans l'ordre catholique, avec tout ce que ça peut laisser supposer justement de
il y a quelque chose de fort là-dedans qui nous a profondément marqué, qui nous a probablement aussi enseigné que l'univers n'était pas né par hasard. Peut-être. Est-ce que vous avez eu le temps, dans vos multiples travaux scientifiques et médiatiques, de lire la dernière encyclique du pape, Spe Salvi? En fait, on lit de manière régulière les encycliques parce qu'on y trouve toujours des enseignements sur le plan philosophique qui sont extrêmement forts. Celle-là, oui, en fait, si traversée rapidement. Traversée, mais il y en a une pour chacun d'entre vous. Ah ben génial. Et c'est merveilleux. Merci beaucoup. Mes enfants, on va prendre le chapitre 25. On prend le chapitre 25. Il a été écrit pour vous. Oh, je ne sais pas, nous n'avons pas la même édition. À un moment, Benoît XVI parle de la science et je voulais vous soumettre ces quelques phrases issues des chapitres 25 et 26 pour nos téléspectateurs de Spe Salvi. Oui. Donc, il dit ceci. Francis Bacon et les adeptes du courant de pensée de l'ère moderne qu'il a inspiré, en considérant que l'homme serait racheté par la science, se trompaient. Par une telle attente, on demande trop à la science. Cette sorte d'espérance est fallacieuse. La science peut contribuer beaucoup à l'humanisation du monde et de l'humanité. Et un petit peu plus loin, 26, ce n'est pas la science qui rachète l'homme, l'homme est racheté par l'amour. Il pose grosso modo les limites de la science et il nous parle d'espérance, puisque c'est le thème de la lettre encyclique. Voilà, comme ça, un peu à brûle-pourpoint et à chaud. Vous en pensez quoi? C'est quelques lignes, voilà. Eh bien, en fait, c'est vrai que quand on regarde la science, on doit la comparer comme un élan vers la connaissance, vers une plus grande connaissance. Non, mais peut-être qu'il va dire quelque chose d'important. Pas du tout, non, simplement, avant que ça ne m'échappe, donc l'homme peut être sauvé par l'amour, sans doute, mais il peut être aussi sauvé, et c'est ce que nous pensons, Grishka et moi. Sans doute, mais c'est sûr. C'est sûr, mais il peut être, oui, c'est certain, mais il peut être également sauvé par l'amour de la science. Parce que c'est important, l'amour de la science. Il faut aimer la science. J'aime bien comment vous... Comment je ramène ça à la science. Mais c'est vrai. À la manière dont je vois les choses. Parce que l'amour de la science, se passionner pour la science, c'est peut-être découvrir l'amour sous sa forme la plus ultime. Parce que pour nous, la science, c'est le désir de connaissance. Le désir de connaissance et le désir de Dieu, c'est pas si éloigné que ça, au fond. Ceux qui cherchent à aller vers Dieu par les voies de la révélation, c'est-à-dire la religion, ne sont pas si différents de ceux qui cherchent à aller vers Dieu par les voies de la raison. C'est ce que nous pensons. Nous sommes allés par les voies de la raison, d'autres y vont par les voies de la révélation, mais c'est finalement la même chose que l'on cherche. Recherche oui, l'important c'est de cheminer et d'aller vers le même but et de trouver au fond de cette recherche ce qui a guidé votre démarche. Mais pour revenir quand même sur cette très forte... Emmanuel, c'est une belle question que vous avez reposée là une fois de plus. On voit là votre art qui est au sommet. N'en faites pas trop Grishka quand même. Qui est au sommet. Mais malgré tout, pour revenir sur ce point, amour et connaissance, lorsque effectivement le pape nous parle de ce qui relève de ce qu'il y a de plus ultime en nous, et de ce qui peut effectivement nous élever au plus haut de nous-mêmes, qui est l'amour. Nous avons dit effectivement dans Dieu et la science, vous y faisiez allusion tout à l'heure, que peut-être que quelque part, quand on va chercher tout à fait au fond ce qui est le substrat de ce point zéro, cet instant zéro de l'espace-temps, cette singularité initiale, eh bien, on y retrouve quoi? On y retrouve ce que nous avons effectivement décrit, Igor et moi, comme étant de l'information, c'est-à-dire quelque chose de complètement non substantiel du point de vue de la physique, mais qui a une substance très forte du point de vue d'une approche qui est autre, qui serait une approche non pas logique, mais théologique, ou une approche spiritualiste. Eh bien, ce substrat-là, cette information-là, on peut se demander d'où elle vient. Hein. C'est-à-dire que se pose à nouveau la question de savoir si ce premier atome de réalité est un atome qui a été engendré par le hasard ou par autre chose. Qui a mis, comme le disait le grand Stephen Hawking, le feu aux équations du début. Qui a mis le feu aux équations du début? C'est une belle formule. C'est souvent très poétique. C'est vraiment ça. Mais la science, c'est toujours très poétique. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de termes que j'ai vus. Beaucoup de termes comme ça. L'écume quantique, ça m'a fait rêver. C'est magnifique, ça fait rêver, ça fait... Eh bien, quelque part, si on considère que l'univers n'est pas né par hasard et que cette inscription de ce premier atome de réalité dépend d'un geste, entre guillemets, transcendant, on doit aussi dire qu'il est, ou d'un geste créateur. Ce geste créateur, au fond, il est fondé par un extraordinaire, comment dire, un acte contingent, au sens, il ne repose sur rien d'autre que sur son propre désir d'être, sur sa propre volonté. Et comme le dit le grand Bergson, effectivement, la création, c'est un geste qui retombe. Mais il part de quelque part. Et il part, effectivement, de cette suspension absolue dans ce qu'on appellera
la gratuité la plus complète, la plus totale. Et quel est effectivement, dans l'ordre des activités humaines, l'acte gratuit par excellence, celui auquel effectivement on ne peut donner aucune raison, si ce n'est qu'il existe par lui-même, c'est bien l'amour. L'amour est au fond ce qu'il y a de plus contingent, de plus gratuit, de plus mystérieux dans l'ordre des représentations, mais aussi des actions humaines. Lorsque le grand Montaigne est interrogé pour savoir pourquoi il aime un tel, son ami, notamment la Boétie, il dit, je ne sais pas, parce que c'est lui, parce que c'est moi. C'est un acte gratuit. L'acte gratuit le plus fondamental et celui qui gouverne la plus interstitielle de nos actions. Tous les jours, nous sommes portés par cette action mystérieuse qu'on appelle effectivement le désir et la représentation de l'amour pour l'autre. Acte gratuit, à l'origine de l'univers peut-être, acte gratuit absolu, c'est-à-dire le plus contingent qui soit, acte entre guillemets d'amour, qui nous mène effectivement aux confins de ce que représente l'anti-hasard. C'est aux confins de l'anti-hasard. Donc à partir de là, vous savez ce que disait Einstein du hasard, il disait le hasard c'est le masque. La danseuse de Dieu. Non. C'est presque ça. C'est presque ça. Parce qu'il disait, oui, mais j'aime bien le mot danse, qui effectivement, c'est le masque que porte Dieu sur son visage lorsqu'il veut passer inaperçu. Ah oui, parce qu'il veut passer incognito. Parce qu'il veut passer incognito, il dit ça. Et bien, effectivement, quelque part, à cette origine extrême où on situe le point de rencontre entre le point zéro, donc le point de rencontre entre l'existant, la réalité, et puis la transcendance, ce qui transcende la réalité, ce point de rencontre est un point, entre guillemets, qui est gouverné par quoi ? Par effectivement ce que Igor disait, une étreinte de la connaissance dans le vide, qui se fait dans un acte gratuit absolu, qui est donc l'acte d'amour. Voilà. Et on va terminer sur ces paroles magnifiques. En tout cas, ça nous convient bien ici, hein, évidemment. Évidemment, cette émission est beaucoup trop courte. Je vois qu'il nous reste à peine 30 secondes. On aurait pu en faire une deuxième et une troisième, comme ça. Il faudra revenir. On va revenir. Peut-être séparément. On en avait parlé. Hein. Peut-être individuellement. Ça ne vous arrive pas souvent, ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, chacun individuellement, pour la suite, hein? Il y a des livres qui sont sortis, il y a des livres qui vont sortir. Donc, on invite tout le monde à les lire, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de conserver ad vitam notre grâce infantile. Voilà. Eh ben, non, mais je ne vais pas le contredire. Pareil, oui, parce que s'il est dans l'enfance, ce serait vraiment très, pour moi, douloureux d'en être privé. Donc, je vais vers le même rêve. Très bien. Je vous remercie infiniment. Très bonne continuation. Et puis, alors, peut-être à bientôt. Peut-être. Merci. Merci beaucoup, Grishka. Merci, Igor. Merci, Emmanuel.